financement contre l'OREDAC et ses dirigeants, voici nos 10 curiosités. Première curiosité, ils disent que l'OREDAC évolue avec 2 dénominations. Notre question, ce n'est qu'aujourd'hui qu'ils le découvrent, que faisaient les fins limiers du renseignement depuis. Deuxième curiosité, c'est depuis 2021 qu'ils disent que l'OREDAC est soupçonné de financement occulte, de blanchiment et de financement de terrorisme dans le NOZO. Ils parlaient même de 5 milliards. Alors, face à des accusations d'une telle gravité, ils ont quand même passé plus de 4 ans sans inquiéter l'OREDAC, sans le mettre hors d'état de nuire avant de réagir. Plus de 4 ans, bizarre. Attendait-il d'abord que l'OREDAC arrive à Yaoundé ou à Douala avec Al-Qaïda, Boko Haram et l'État islamique avant d'intervenir pour une organisation soupçonnée d'accointance avec les terroristes qui sont à l'origine de tous les meurtres et de toutes les tueries au Cameroun? On l'a d'abord laissé exercer pendant 4 ans avant de sévir. Et lorsqu'on la suspend même, c'est seulement pour 3 mois. Est-on sûr qu'après ces 3 mois-là, l'OREDAC va arrêter de commettre les attentats partout au Cameroun? Troisième curiosité, ils disent que l'OREDAC ne dépose jamais ses rapports. Mais curieusement, ils connaissent comment il a toujours utilisé son argent. Les perdièmes des formations, l'argent des casse-croûtes, la NIF et les gens là ont toujours su les montants que l'OREDAC débourse généralement. Même les factures d'électricité du siège du REDAC, ils sont au courant de tout. Ils sont forts. Quatrième curiosité, de la bouche des gens là, tantôt le REDAC c'est une association, tantôt c'est une ONG. Finalement, c'est quoi? Parce que si c'est une association, il ne doit pas recevoir des subventions. Par contre, si c'est une ONG, il peut recevoir des subventions. Finalement, le REDAC c'est une association ou alors c'est une ONG. Cinquième curiosité, nous entendons les experts lire seulement le droit, dire ce que la loi dit sur le financement occulte des organisations, mais ils ne cherchent pas d'abord à savoir si les déclarations des uns et des autres sont vraies. Ont-ils les preuves du financement occulte du REDAC ou alors ils se basent seulement sur les déclarations des gens qui nous ont présenté une fois ici à Yaoundé des faux observateurs de Transparency International. Curieusement, même les journalistes qui sont censés faire des recoupements sont tombés dans la croyance aveugle à la déclaration de 16 milliards sans chercher à croiser préalablement les sources. Ceux qui se mettent seulement à dire que la loi dit que ils ont d'abord vu ou lu le rapport de la NIF là-haut et vérifié par eux-mêmes si cette histoire de 16 milliards est vraie. Sixième curiosité, on parle seulement de 16 milliards comme ça en vrac, mais on ne vous dit pas si c'est pour le seul REDAC ou alors c'est le total attribué à toutes les associations ou à toutes les ONG sanctionnées. Si les 16 milliards c'est pour toutes les associations sanctionnées, alors pour plus de crédibilité et de sérieux, n'était-il pas important de dire au public la part de chacune de ces organisations, le genre organisation tel nombre de milliards sur les 16 milliards, association tel autre nombre de milliards sur les 16 milliards. Parce que lancer seulement un chiffre comme ça dans l'opinion sans détailler, ça laisse une confusion intentionnelle pour laisser croire que c'est pour une seule association. Septième curiosité, pourquoi depuis là, la NIF qui aurait mené l'enquête sur les 16 milliards est aussi muette? Même venir assister au point de presse de l'autre jour pour confirmer de sa propre bouche aux journalistes cette affaire de 16 milliards. Pourquoi la NIF n'a-t-elle pas été présente ou même représentée? Est-ce à dire que tous ces agents sont occupés depuis 2021 que le MINAT parle seul du rapport de la NIF? Le MINAT serait-il devenu le porte-parole de la NIF? Huitième curiosité, admettons même que c'est la NIF l'auteur des 16 milliards, disons, des financements occultes. Alors, est-ce que le MINAT est le destinataire des rapports de la NIF? Est-ce que c'est le MINAT qui prend le relais chaque fois que la NIF découvre un cas de financement occulte? Quelle est la place du MINAT dans la suite des enquêtes de la NIF? Nous avons lu toute cette nuit tous les textes de la NIF. On n'a lu nulle part que lorsque la NIF découvre un financement bizarre, même concernant une association, c'est le MINAT qui prend
la relève, qui prend le relais. Les textes disent plutôt que, ouvrons les guillemets, à l'issue de l'enquête, la NIF rédige un rapport détaillé incluant ses conclusions et les preuves recueillies. Ce rapport est transmis au procureur général près du tribunal compétent pour engager des poursuites judiciaires. Fermons les guillemets. Alors, avez-vous entendu là que le rapport est transmis au MINAT? Le rapport est transmis au procureur général près du tribunal compétent. Autre chose, depuis qu'on parle des milliards de la NIF concernant l'OREDAC, depuis 2021, pourquoi la NIF n'envoie pas aussi le rapport au procureur général pour des poursuites judiciaires contre l'OREDAC? Ou alors la NIF avait déjà envoyé le rapport et le procureur général ne veut pas faire son travail? Une parenthèse, l'OREDAC dit n'avoir jamais reçu les moindres éléments à charge concernant cette histoire de milliards. Neuvième curiosité, admettons même que le MINAT n'a pas sanctionné l'OREDAC pour financement occulte, mais plutôt pour s'être écarté des activités de son objet. Dans ce cas, pourquoi, lors de sa conférence de presse, le MINAT n'a pas saisi l'occasion pour donner aux journalistes les détails des activités en question? Dit par exemple que l'attentat de Ngarabou, l'attentat de Darak ou de Hope Station, c'est l'OREDAC qui avait financé ça. Dire par exemple aux journalistes que Nopiti et Phil Marshall étaient financés par l'OREDAC. Pourquoi rester aérien sur des accusations aussi graves? Dixième curiosité, pourquoi les autorités derrière cet acharnement se précipitent-elles dans la communication intempestive si elles sont convaincues de la potabilité de leurs décisions et de leurs démarches? C'est pour prouver quoi au juste cette communication à outrance? C'est pour convaincre qui? Ce sont les victimes de leurs actes qui devraient plutôt s'agiter. C'est quand même un peu louche, ça cache un manque de sérénité. De toutes les façons, nous disons attention, attention à l'instrumentalisation, attention à la manipulation des masses, à la manipulation de l'opinion. Si ces soupçons, selon lui, sont fondés, la loi dit qu'il doit respecter une procédure. En loi, on dit que la forme n'est rien, mais rien ne vaut la forme. Effectivement, dans ce cas, nous avons l'habitude de dire que 2025 ne sera pas l'affaire de ceux qui n'ont pour seul outil que le marteau au Cameroun. Ce sera l'affaire de ceux qui connaissent. Ce sera l'affaire des sachants. Maintenant, ils sont devant un cas pratique. Notre esprit en la matière, Alice Combs, est en train, je crois qu'on lui donne la possibilité de rédiger le dernier chapitre de ses mémoires. Je suis convaincu que le ministère de l'administration territoriale est en train de lui donner les arguments pour rédiger le dernier chapitre de ses mémoires. Parce que nous, avocats, quand nous la voyons, on se demande si nous sommes aussi avocats comme elle. Et dans cet ordre d'esprit, pour une petite digression, ce qui va se passer, c'est engager une procédure contre elle. Et elle va se taire. C'est le ministre de l'administration territoriale qui doit démontrer devant le juge. Parce que ce n'est pas le ministre de l'administration territoriale qui va la juger, qui va l'arrêter. Ce sera devant un tribunal qui juge au pénal pour dire bris de scellé. Parce que c'est l'infraction. Alors, elle va venir s'asseoir et demander à celui qui est venu soutenir l'action de prouve que les scellés que tu as déposés ont été légalement apposés. N'oubliez pas. En cette matière, la vérité tient à un fil. Hein. Si Saint-Germain, souvenez-vous sur ce plateau, un éminent avocat, de surcroît haut placé, haut gradé du RDPC, lorsque nous décrions la violation de la loi, il a dit à haute intelligible voix, la loi c'est quoi? Nous sommes là dans l'expression typique, dans la présentation typique de la loi c'est quoi? Le ministre de l'administration territoriale est une institution. C'est une institution qui n'est pas au-dessus de la loi, qui n'est pas en deçà de la loi, mais qui doit agir dans le cadre légal. C'est ce qui manque dans cette affaire. Cette affaire
Je ne connais pas les tenants et les aboutissants, mais quand je lis son communiqué, il dit que le REDAC a blanchi de l'argent. Or, le blanchiment d'argent sur le plan communautaire, c'est-à-dire en Afrique centrale, c'est une infraction. Ce n'est pas le procureur de la République qui constate le blanchiment d'argent. Ce n'est pas le président de la République qui constate le blanchiment d'argent. Ce n'est pas le préfet ou le sous-préfet qui constate, encore moins le chef d'État. C'est un petit monsieur, c'est une petite femme non née qu'on appelle le juge qui dit vous avez blanchi. Parce que il s'agit en cette matière de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Vous ne pouvez pas regarder avec vos deux yeux qui peut-être portent de la myopie ou bien de la cataracte, dire que celui-ci blanchit de l'argent. Ou bien avec vos émotions dire celui-ci blanchit de l'argent. Dans le dernier point, on dit vu les investigations subséquentes. Je n'avais pas lu. Je crois que vous êtes en train de me comprendre. Oui. Les investigations ne suffisent pas. Parce que dans Investir, il y a l'acte de la police qui rassemble les indices. Il y a l'acte du juge d'instruction qui rassemble les éléments. Ensuite, on va au fond devant le juge, débat. Sur sorti de ce débat-là, qu'on dit que vous avez commis l'infraction prima facie qualifiée de délit ou bien secondo qualifié de crime parce que ce sera aggravé. C'est ça le problème. Or, lorsque le ministre entre dans son bureau, il s'assoit, il dit je fais parce que vous avez blanchi de l'argent. Il est devenu le policier. Il est devenu le gendarme. Il est devenu le procureur. J'ai dit bien le procureur de la République. Il est devenu le juge d'instruction. Il est devenu le tribunal. C'est dans sa logique de dire que ça ne tient pas. Je vais vérifier. Si c'est un soupçon, la procédure est connue. Si c'est un soupçon, la procédure est connue. Mais quand c'est avéré, il y a l'instance qui le fait. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, en la forme, il peut arriver que ce soit vrai. Ces soupçons que le ministre présente, il peut arriver. Mais est-ce qu'il doit le faire en marge de la loi? Est-ce que son acte administratif doit être délivré en marge de la loi? Il ne peut pas jouer, avoir ce qu'on appelle au quartier le joker. Il ne peut pas utiliser le joker. Le joker n'existe pas. Si ces soupçons, selon lui, sont fondés, la loi dit qu'il doit respecter une procédure. En droit, on dit que la forme n'est rien, mais rien ne vaut la forme. Effectivement, dans ce cas, nous avons l'habitude de dire que 2025 ne sera pas l'affaire de ceux qui n'ont pour seul outil que le marteau au Cameroun. Ce sera l'affaire de ceux qui connaissent. Ce sera l'affaire des sachants. Maintenant, ils sont devant un cas pratique. Notre esprit en la matière, Alice Combes, est en train, je crois qu'on lui donne la possibilité de rédiger le dernier chapitre de ses mémoires. Je suis convaincu que le ministère de l'administration territoriale est en train de lui donner les arguments pour rédiger le dernier chapitre de ses mémoires. Parce que nous, avocats, quand nous la voyons, on se demande si nous sommes aussi avocats comme elle. Et dans cet ordre d'esprit, pour une petite digression, ce qui va se passer, c'est engager une procédure contre elle. Et elle va se taire. C'est le ministre de l'administration territoriale qui doit démontrer devant le juge. Parce que ce n'est pas le ministre de l'administration territoriale qui va la juger, qui va l'arrêter. Ce sera devant un tribunal qui juge au pénal pour dire bris de scellé. Parce que c'est l'infraction. Alors, elle va venir s'asseoir et demander à celui qui est venu soutenir l'action de prouve que les scellés que tu as déposés ont été légalement apposés. N'oubliez pas. En cette matière, la vérité tient à un fil. S'il y a moins d'erreurs, si
Si un petit doute s'installe sur la procédure, l'État a perdu. Or, nous ne nous comportons pas comme si on ne peut pas entraîner l'État au tribunal. Ceux qui pensent qu'on ne peut pas entraîner l'État au tribunal, c'est ceux qui oublient qu'il existe dans cet État, dans ce pays, ce qu'on appelle le tribunal administratif. Et que chaque jour, on condamne l'État. Je rappelle aussi que le tribunal ne règle pas tous les problèmes sur terre. Il y a les principes généraux de droit qui permettent de régler certains problèmes que le tribunal ne peut pas. Je donne un exemple. À voie de fait égale. C'est un principe général de droit. Comment on comprend ça? Au moment où vous êtes assis là, vous sortez éreinté, vous avez votre gamelle, votre bouteille de vous grimpez les escaliers, vous avez payé votre loyer. Vous constatez qu'une copine de votre bailleur, elle est fâchée avec son gars, elle est venue sceller, mettre un cadenas sur votre porte. Alors, vous saisissez le tribunal à voie de fait égale. Vous cassez d'abord, vous vous asseyez, vous avez votre jus, vous finissez votre gamelle, et vous attendez voir ce messie qui est venu faire cela. Donc là, on ne passe pas par le tribunal. Parce que si vous passez par le tribunal, souvenez-vous de cette fable de la chèvre qui courait en brousse. Et on lui demande pourquoi, pas de la chèvre. Du lièvre. Non, pas du lièvre. De la girafe qui courait en brousse. On lui demande, le lion lui demande pourquoi tu cours. Il dit que tes lions sont en train de couper les têtes à toutes les chèvres. Et le lion lui demande, mais c'est toi, est-ce que tu es chèvre? Il dit que le temps que je justifie que je ne suis pas chèvre, dans le temps de la justice, ici pose problème. Ce n'est pas le temps de tout le monde. Et la grâce est en train d'appliquer cette petite leçon de avoir de fait égale. Voilà. Nous attendons de voir exactement où se trouvera le vrai droit. Voilà. Je crois que j'ai expliqué en français facile, avec les mots du Camerounais, comment on doit comprendre cette affaire. Et M. Iva Bama, que je souhaite de tout cœur qu'il nous écoute, parce que là on est dans un domaine très technique et très pointueux. Les bruits décelés ne sont pas une infraction comme toutes les autres. C'est une infraction spéciale, où le législateur a donné le plein pouvoir à la victime d'agir. Est-ce qu'il faut me laisser finir? Je vous revenir. De se rendre personnellement justice. C'est tout. Vous qui êtes des exégètes de la littérature, réalisez l'article 191 pour lui. C'est lui qui les scellés légalement apposés. Mais ça résout la question de qui décide de l'illégalité des scellés. D'abord, c'est la victime qui constate. Pardon? La victime constate que c'est illégal. Les il vous disait que ses clients l'appellent souvent pour des cas de sceller illégalement apposés. Qu'est-ce qu'il fait? Laissez-moi finir. Il vous a lu là le fondement des poursuites pénales. Ce qui vous effraie, c'est que vous savez que le ministre de l'administration territoriale va faire arrêter notre Alice. La loi dit, écoutez bien, la même loi dit que pour faire arrêter maître Alice Com, ou bien pour l'arrêter, il faut être sûr que la loi a prévu une infraction pareille. Que l'acte que vous êtes en train de décrire a été prévu par la loi et que vous avez respecté la loi. Voilà. Et seul le juge ici, le ministre de l'administration territoriale et la consoeur distinguée notre matriarche sont au même pied d'égalité, dit la loi. Au même pied d'égalité. Il faut retenir ça. Le zèle du ministre, entre guillemets, a rencontré ses limites dans la voie de fait. C'est-à-dire si à la fin des deux, chacun peut déposer plainte. Et ce n'est pas pour rien qu'elle vous a dit, elle va saisir le tribunal. C'est-à-dire que, est-ce que vous comprenez bien? C'est-à-dire qu'elle est au même niveau que le ministre. Elle aussi, elle va saisir le tribunal. C'est-à-dire les deux actions. Elle aurait dû saisir le tribunal. Non, monsieur, si elle aurait dû, ça veut dire qu'elle est inférieure. Alors que la loi dit que les deux sont équis, comme on dit au quartier. Ils sont au même niveau. Si elle attend, ça veut dire qu'elle est en bas.
Elle dit qu'elle est le même niveau. Je rêve, mais la loi l'a rappelé.